Alors bonjour à tous, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Donc on va se retrouver pour une nouvelle vidéo, une toute première vidéo même je dirais, puisque j'essaie de me lancer sur YouTube pour expliquer le domaine du nucléaire, puisque je travaille dans le nucléaire. Ça va faire 3 ans, mais j'aimerais pardon, apporter mes connaissances. Donc tout d'abord j'ai envie de commencer par Tchernobyl, puisque je veux essayer en fait de dire au monde que le monde du nucléaire n'est pas si, on va dire, qui fasse peur en fait. La plupart des gens, quand je leur demande, quand je leur dis que je serai dans le nucléaire, ils ont tous le même visage, un peu peur, etc. Alors que mon but c'est d'essayer de justement d'expliquer ces mots-là et d'essayer de vous faire comprendre que rien n'est grave et que quand on connaît les risques, on sait les adapter. Donc là voilà une vidéo, un diaporama que j'ai réalisé pardon, sur Tchernobyl. Donc j'espère que ça va vous plaire. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas sur l'espace commentaire. Donc tout d'abord, on va voir la géolocalisation, le principe de fonctionnement, la différence entre REP et RBMK, la chronologie des événements, les conséquences humaines et environnementales, bien évidemment, classement INES, on va voir ce que c'est, et les futurs projets qui sont soit d'aujourd'hui, soit pour plus tard encore. Donc tout d'abord la géolocalisation, nous on est en France, hein, et donc en Ukraine, Tchernobyl, alors oui, c'est pas une faute, Tchernobyl, là-bas ils écrivent Tchernobyl et nous on rajoute un T, Tchernobyl, donc c'est en Ukraine, vous pouvez voir ici. Donc son année de construction était en 1971, elle a été mise en service 6 ans après, donc elle est à l'arrêt depuis 2000, toute la centrale, je parle de Tchernobyl, était à l'arrêt depuis 2000, et le type était un RBMK de 1000 MW. Et alors il faut savoir que dans le temps, dans les années 1980 et tout, en France on était sur du 1900 MW. On était sur du 900 MW, ça fait un peu trop. On était sur du 900 MW, donc c'était un peu plus puissant que les nôtres. Donc les principes de fonctionnement là en France, on dit REP, réacteur à eau pressurisée, donc vous avez deux bâtiments, le bâtiment réacteur à votre gauche et la salle des machines à votre droite. Donc bien évidemment c'est une représentation en mode enfant, puisque il y a beaucoup plus de circuits, il y a beaucoup plus de risques, etc. Enfin bref, c'est un bordel et un sacré labyrinthe dans une centrale nucléaire. Donc le bâtiment réacteur, c'est l'endroit le plus, on va dire, le plus propre et aussi le plus dangereux, puisque nous avons la cuve du réacteur, là où nous avons l'uranium 235. Donc là c'est marqué une pompe, bien évidemment j'en ai pas qu'une, hein. Vous avez le pressuriseur pour la pression qui est réglé à peu près à 155 bars. Vous avez le générateur de vapeur qui permet de passer, comme vous pouvez voir dans le schéma, qui permet de passer du bâtiment réacteur à celle des machines. Donc vous avez deux zones, zone nucléaire et zone non nucléaire, oui parce que en fait le nucléaire est que dans les bâtiments réacteurs. D'accord. Il y a une zone nucléaire. Sinon, dès que vous êtes en salle des machines, vous n'avez pas de nucléaire. Vous êtes en civil, enfin pas en civil, mais vous êtes en tenue bleue en fait, en bleu de travail. Donc l'eau, elle est. Voilà. Alors l'eau, il faut faire attention parce que à passe de. Elle passe de 320 degrés à 280. Et elle ne bout pas. Elle reste toujours à l'état liquide grâce à la pression. Et après, du coup, ça fait chauffer tout ça avec la cuve du réacteur, avec l'uranium, ça chauffe. On règle la pression, boum, on passe au générateur de vapeur, ça passe à la turbine. La turbine, elle tourne, bien évidemment, ça produit de l'électricité vers l'alternateur, et hop, c'est parti pour du 400 000 volts. Puis après, on arrive sur des lignes haute tension, etc., jusqu'à la maison à 1000 volts, puis à 230 volts à la maison. Donc vous avez un condenseur qui permet de prendre l'eau chaude et la mettre en froide, de prendre l'eau froide pour faire de la vapeur et ainsi de suite, perdre le moins de rendement possible. Donc vous avez un circuit de refroidissement, donc normalement il n'y a pas de troisième circuit, enfin on peut en mettre un, vous appelez ça une tour, le vrai terme c'est aéro-réfrigérant. Donc c'est de l'eau qui sort, on est bien d'accord, ce n'est pas de, je sais pas ce que vous voulez, mais c'est de la vapeur d'eau. Et si on en met s'il n'y en a pas, en fait, c'est que le débit d'eau est assez élevé. Si jamais de là on en met 2, 4, même 16 comme à Chinon, et ben là, c'est-à-dire que le débit d'eau, ou le fleuve, ou peu importe, la mer, etc. Bon, généralement, la mer, c'est assez. Il y a beaucoup de débit. Mais par exemple, la Loire à l'été, c'est très pauvre en eau. Et du coup, on est obligé de soit de les éteindre, soit voilà, on fait le plus qu'on peut.
Donc vous avez ici donc le cuve, dans la cuve, vous avez ici des barres des grappes de commande aussi, ou alors des barres. Donc on appelle les grandes barres comme ça les crayons combustibles. Donc vous en avez à peu près 255. Donc la petite grappe en jaune que vous pouvez voir sur le dessin, on appelle ça une grappe araignée, puisque voilà, ça ressemble un peu à une araignée. Donc il y a deux différentes, il y a la grappe à S et la grappe araignée, mais c'est deux choses différentes, on pourrait voir ça dans une prochaine vidéo. Donc vous avez, là c'est vraiment, comme je vous dis, de façon enfantin. Donc vous avez des petites pastilles d'uranium qui font à peu près, franchement, même pas, à peu près 2 cm, allez maximum 3 cm, et qui est dedans de l'uranium enrichi. Et on en met tout le long du crayon de combustible. Et voilà, et ça fait, les crayons de combustible font à peu près 4 mètres sur 7 mm d'épaisseur. Très petit, très fin, mais très efficace. Donc là, on va passer sur le principe de fonctionnement pour un RPMK, qui dit réacteur de grande puissance à tube de force. Pardon. J'ai du mal à parler. Donc en fait, là, vous avez le réacteur numéro 4 de Tchernobyl, puisque c'est celui-là qui a explosé. C'est le numéro 4. Donc en fait, c'est complètement différent, parce que nous, on a deux bâtiments à part. Hein. Vous avez la salle des machines plus le bâtiment réacteur, alors que là, vous avez tout en un seul bloc. Donc vous avez donc vous pouvez voir sur le dessin, donc là sur la 284, 265, vous avez pareil, par contre c'est des blocs de graphite. Le type de force, on va voir sur une photo, j'ai pu trouver une photo sur un site internet fiable que je connais, que nous, utilisateurs de nucléaire, on le connaît. Et donc vous avez à peu près ici, donc c'est à peu près le même principe, hein, juste que là vous pouvez voir sur le schéma, il y a des messieurs, et en fait toute cette partie là va être remplie d'eau. C'est assez différent de la nôtre, mais la nôtre, celle des Français, en fait, elle est meilleure, en fait, on va dire. Donc certes, on perd du rendement, mais niveau sécurité, c'est meilleur. Donc voici une vraie photo qui a été prise au réacteur Tchernobyl, parce qu'on peut quand même aller visiter, mais dans certains coins. Donc ici, en fait, vous avez les tubes de force, c'est tous les petits carrés que vous voyez. Et en France, c'est pareil, vous avez des numéros, en fait, c'est là où vous avez les barres de commande qui sont insérées dedans. Et voilà, et du coup, ça fait une plaque. Et normalement, ça, c'est rempli d'eau. Donc là où ils sont. Donc oui, vous avez les gugus blancs, les pompes à assez les plus mobiles. Donc ça, c'est comment on est habillé en zone nucléaire. Sinon, en salle des machines, on est habillé en bleu de travail. Et sinon, en mode Everest, dans les nouvelles centrales, par exemple Flamanville, en Everest, on dit ça parce qu'en fait, on sera habillé en bleu de travail dans une zone contrôlée. Alors que normalement, on doit s'habiller en blanc avec des gants, etc. Enfin, une tenue spécifique. Pourquoi le blanc? Vous allez peut-être me poser ça comme question. Le blanc, ils sont dit dans le nucléaire, EDF, etc., ils sont dit que c'est la classe. Voilà, donc on va dire que c'est plutôt classe de s'habiller en blanc. Du coup, voilà, c'est juste ça comme petite anecdote. Donc voilà comment c'est eux, en fait. Donc en fait, eux, c'est des barres de commande. Et les extrémités, vous voyez, vous avez des extrémités graphite. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le graphite, il accélère en fait la fission. Oui, parce que là, je n'ai pas encore expliqué, mais en fait, la fission, en fait, on prend un atome, vous prenez de l'uranium, vous lui envoyez un petit neutron, vous imaginez une petite boule, boum, la petite boule, comme elle est très rapide, à 20 km par seconde, elle va voir le noyau, justement, donc nous, on la ralentit avec de l'eau borée, et du coup, en fait, elle va avoir l'impression que l'atome est énorme. Du coup, elle va essayer de le fissionner, donc c'est-à-dire le couper en deux. Généralement, c'est jamais du 50-50%, ça peut être 40, etc., 60, etc. Enfin bref. Et en fait, de celle-là, ça va créer de la chaleur, de l'énergie, et c'est cette énergie qu'on va utiliser pour faire de l'électricité. Sauf que le problème, c'est que eux, en fait, ils avaient mis des extrémités de graphite, ce qui accélère du coup la fission, donc qui accélère la chaleur et avec le neutron. Alors que nous, on met des grappes de bord qui permettent d'absorber les neutrons pour arrêter. Voilà. Donc la différence entre la nôtre et eux, donc le caloporteur, c'est ce qui porte l'énergie. Donc nous, on a de l'eau légère, eux, c'est de l'eau légère polluante. Donc l'eau légère, c'est ce qu'on utilise. Enfin, ce qu'on a tous, ce qui est un peu plus enrichi en deutérium. Modérateur, donc modérer l'énergie. Donc l'eau légère, eux, c'est du graphite. Le combustible, donc oxyde d'uranium enrichi, on verra ça dans une prochaine vidéo, la différence entre enrichi et naturel. Donc là c'est du 3% et eux c'est environ 1,8%. Le coefficient de vie, donc ça en fait c'est le niveau d'eau. Donc nous les négatifs, eux les positifs, mais ça j'expliquerai dans une prochaine vidéo parce que c'est un cas assez incroyable. Donc oui, j'adore le noir et le jaune, dans le nucléaire, noir-jaune.
Donc comme vous pouvez voir, nous le REP, on a principaux circuits, on en a deux, même pour trois. Là, les principaux sont les deux, circuit primaire, circuit secondaire. Primaire, c'est le nucléaire, secondaire, c'est le non nucléaire. On a un rendement environ de 33%. Alors certes, c'est pas énorme, mais c'est déjà mieux que une éolienne, etc. Enfin bref, c'est déjà mieux que tout en fait. Surtout qu'on a une énorme énergie qui permet d'alimenter à peu près sur 100 km plus d'1 million d'habitants pour chaque centrale à peu près. Donc avec les 19 centrales qu'on a en France, ça nous permet de totaliser la France avec l'électricité. Donc les barrières de confinement, donc encore le mot confinement, en fait la barrière de confinement c'est ce qui permet d'assurer la sécurité dans une centrale nucléaire. Donc on a le gaine de combustible qui absorbe les neutrons, qui évite que ça crée de la chaleur encore et encore et encore. On a le circuit primaire, parce qu'en fait le circuit primaire, la cuve, etc., elle est dans un bâtiment réacteur. Et le bâtiment en fait, c'est une espèce de coque de béton armé. Donc il y en a double. Les anciennes, il n'y avait qu'une seule, mais là on en a mis double à chaque fois. Donc en fait, ça permet que si jamais il y a 155 barres qui pètent, et ben ça reste à l'intérieur. Parce qu'en fait, ils font des tests que même un Boeing qui fonce dedans, ça ne casserait pas. C'est assuré, après, va savoir. Mais voilà, c'est pour ça que vous ne verrez jamais un avion survoler une centrale nucléaire, parce que sinon, l'armée arrive et boum, elle tire. Enfin bref, et en ce moment, vous avez un centre d'inconfinement. Les sûretés, pardon, donc vous avez des circuits de sauvegarde, comme on dit. Donc là, le RRA, réacteur de refroidissement à l'arrêt, le RIS, RIS, réacteur d'injection de sécurité. Donc tout ça, c'est tous des circuits. Encore, j'ai mis les trois. ASG, bah, c'est circuit de sauvegarde de générateur vapeur. Donc en fait, vous avez plein de circuits qui permettent, en fait, si jamais il y en a un qui marche pas, que l'autre arrive, etc. Donc il y en a des centaines, je crois. Enfin, je les connais pas tous, hein, il y en a beaucoup. Et donc, en revanche, vous avez un seul circuit, le rendement à peu près 30%, 33%, c'est à peu près. Donc vous avez absence de troisième de barrière. C'est pour ça que déjà elle n'était pas au top. Et ce qu'il faut savoir déjà que les centrales ukrainiennes elles sont pas ouf. Surtout celle de Tchernobyl, elle n'était pas géniale parce que la construction était trop rapide. On va voir ça après. Donc voilà, vous avez pareil que pour nous, gaine de combustible, circuit primaire. Mais du coup, vous n'avez pas d'enceinte de confinement. Et la sûreté, donc non-respect des règles, parce qu'en fait, ils ont rien respecté dans cette centrale. Genre, la sécurité et tout, ça n'avait rien à faire. Alors qu'en France, on a l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, qui nous permet de dire attention les gars, il y a ça, il y a ça, il y a ça à faire attention, il ne faut pas faire comme ça, parce que voilà, heureusement. Et on prend de retour d'expérience sur les autres centrales pour faire au meilleur les centrales nucléaires d'aujourd'hui. Donc les temps d'insertion des barres trop longues, oui, parce qu'en fait, quand on veut arrêter un circuit, on met des barres de commande, qu'on vous a vu. En fait, en France, elle tombe en 0,3 secondes à peu près, alors que dans l'autre centrale, c'était à plus d'une seconde, donc déjà là, on voit déjà la différence. Et en fait, on les laisse tomber et ça arrête tout. C'est génial. Et mauvaise conception des crayons absorbants. Ouais, parce qu'ils ont mis du graphite au bout qui améliore la chaleur. L'énergie, qui améliore la chaleur. Donc voici une photo de Tchernobyl, des années maintenant, mais voilà, donc, on peut voir que tout a été déchiqueté, en même temps que vous avez 155 barres qui pètent avec tous les transuraniens qui sont partout dans l'air, bien évidemment, qui vont se déplacer jusqu'en France, dans le sud même de la France, vers les Pyrénées, jusqu'à s'est pas arrêté à la frontière. Ce serait trop beau sinon. Donc là, on va la chronologie des événements. Donc ici, vous avez 5... Normalement, ils allaient faire 6 tranches, normalement. Mais bon, avec l'explosion, ils sont arrêtés. Donc en fait, vous avez ici donc, ordre de président, incendie, salle des machines. Donc en fait, en gros, c'est l'étape par étape. Donc tranche 1, donc tranche en fait c'est des secteurs. C'est tranche 1, donc de 1000 MW aussi, on voit la date, voilà. Et en fait c'est ordre du président, il a dit hop, on y va. C'était en fait à la base, l'accident en fait c'était un souci parce qu'en fait la personne qui commandait ça s'est dit que bah voilà, on va mettre un circuit de refroidissement, un tout nouveau circuit de refroidissement, mais par contre vous m'écoutez. Donc les ingénieurs d'avant, ils se disaient bah non, enfin, faut pas faire comme ça, nanana. Et en fait, ils sont descendus à un seuil, au lieu d'être descendus à 500, ils sont descendus à 100 MW. Et là, elle a dit, ah, regardez, ça marche. Bah, le souci, c'est qu'après, ça a marché pendant quelques instants, sauf qu'après, il y a eu incendie de cette machine. Il a fait, c'est pas grave, on continue. Donc il a descendu à 0 après. Et après de 0, il a dit, voilà, j'avais bien raison, d'accord. Le seul souci, c'est que il a oublié qu'après, ça fait 0, 300, 700, 1400. Et après, boum,
explosion énorme. Donc c'était vers 23h, vers 3h du matin à peu près, la destruction du cœur. Bien sûr, les habitants de Tchernobyl ont tous été contaminés dans la nuit et dans la journée, parce qu'après, en fait, ils se sont pas. Enfin, pour eux, en fait, c'était pris par l'Union soviétique. Ils se disent en mode, en fait, ils avaient mis des capteurs à l'extérieur, sauf que les capteurs clignotaient. On peut dire que la radioactivité est trop élevée, sauf qu'ils disaient qu'ils croyaient que c'était un problème d'explosion. C'est un problème voilà, de mauvais réglage. C'est à peu près passé comme ça, et du coup, voilà, donc là, en fait, les barres de commande qui représentaient en noir, en fait, elles se sont mal, elles ont déjà pris trop de temps, en fait. Ceci, c'est que ça a monté en puissance et en chaleur, et du coup, il n'y avait plus assez d'eau froide, parce que monsieur a dit non, non, on baisse l'eau froide. En fait, c'est comme une cocotte minute d'une centrale nucléaire. Ça produit de la vapeur, on est d'accord, voilà, on fait bouillir de l'eau, ça fait chauffer. Si vous voulez refroidir ou descendre la température, vous rajoutez de l'eau froide. On est d'accord. Lui, il a fait l'inverse, il a fait non, on en rajoute presque rien. Du coup, la chaleur a fait que d'augmenter et ça a explosé sur une dalle de 1400 tonnes. Vous imaginez 1400 tonnes projetées à 10 km de hauteur. Vous imaginez le truc, quoi. C'est une sacrée bombe en fait. De toute façon, une centrale nucléaire, c'est comme une bombe nucléaire, mais un peu plus puissante. Donc, voilà à peu près le schéma. Et là, sur votre gauche, vous avez une mini photo de comment c'est aujourd'hui. Tchernobyl. Donc, ça a été dit par Anatoly Djatlov. Donc, la photo que vous voyez là, c'est un acteur. Vous pouvez la retrouver sur YouTube justement, que je vous la conseille, c'est super bien expliqué. Et c'est de là que je me suis un peu inspiré du diaporama. Donc c'est un acteur qui représente à peu près, hein. Mais voilà, c'est à peu près lui, à cause de lui, que en gros, la centrale a explosé. Et en plus, il était connu avant pour avoir explosé un sous-marin nucléaire, pour faire un accident là-dedans. Donc déjà, c'est génial. Et en plus, il était détesté par tout le monde. C'est génial. Donc après, les conséquences humaines et environnementales, déjà humaines. Alors, l'AIEA, en fait, c'est l'Agence internationale de l'énergie atomique. Donc en gros, ils peuvent pas se tromper. Voilà, c'est juste ce qu'il faut se dire. Donc un réacteur 4, ici la photo. Donc là, vous allez dire, c'est quoi tous ces gaz rares? Qu'est-ce que c'est un gaz rare, etc. Donc un gaz rare, on peut dire aussi un gaz noble. C'est aussi un gaz, on va dire, mortel. Pas très bon pour l'homme. Déjà, l'iode, c'est déjà mauvais. Et après, vous avez le tellurocalcium, enfin bref. Voilà, vous prenez une bouffée de ça et vous êtes capote, vous êtes mort, mais tout de suite. Et là, en fait, vous êtes en train de dire, c'est quoi 6000? 6000, c'est pas grand chose. Ouais. Sauf que là, c'est des pétas. Le grand P que vous voyez, c'est une unité, le péta-becquerel. Donc le péta, c'est 10 puissance 15. Donc vous mettez 15 zéros après. Voilà, ça change la donne. On n'est pas sur des millions, mais sur des millions de millions, en fait, même des milliards de millions. Et des becquerels, c'est une des intégrations par seconde. C'est-à-dire qu'un becquerel, vous imaginez une petite bille, et chaque seconde, la bille s'enlève. Mais à chaque fois, vous en prenez parce que à l'extérieur, même nous, on est radioactif, il faut savoir. Tout ce que vous prenez, l'eau, etc., c'est radioactif, mais à une certaine quantité. Sauf que là, c'est une des quantités genre hors norme en fait, enfin même jamais. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y avait un hélicoptère qui est allé les voir avec un journaliste pour prendre des photos, dites-vous qu'il était à l'intérieur de l'hélicoptère et qu'il disait qu'il y avait un goût métallique sur la langue et qu'il y avait une espèce de lumière, un gaz un peu arc-en-ciel. Donc, j'ose même pas imaginer ce que ça peut être parce que là vous avez tous les dangers qui existent. Alors, ce qu'il faut savoir, tout ce qui est l'iode et tellure et césium, ça vient de l'uranium. En fait, l'uranium, il a un temps de vie, et si jamais on épuise sa vie ou alors on le fissionne, ça va donner d'autres atomes, principalement l'iode, le SR en bas, le strontium, le plutonium, etc. C'est tous des éléments du tableau périodique qui vont venir après l'uranium, et c'est tous les plus mortels en fait. Voilà. Donc Becquerel, qui a été découvert par Henri Becquerel en 1896. C'est un monsieur qui a découvert la radioactivité. C'est grâce à lui qu'on sait que la radioactivité existe. À l'état naturel, je parle, parce que là, on exploite la radioactivité, mais sinon elle est naturelle, la radioactivité. On sait la fabriquer, mais elle est naturelle. Voilà. Donc il faut savoir qu'un homme, pour un homme de 70 kg, c'est à peu près 120 becquerels par kilo. C'est une moyenne, attention. C'est un chiffre, faire attention avec les chiffres. Mais c'est juste pour vous donner une ordre d'idée que là c'est juste 120 becquerels alors que là on est sur du 6 milliards de millions 533 becquerels. Quoi. Genre, vous voyez où je peux en venir.
Et bien évidemment, donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on vous a menti, hein. Maintenant ça vous le savez, je pense, que voilà, ça ne s'est pas arrêté aux frontières, puisque c'est l'iode 131, comme c'est marqué, il est très volatile, et donc il peut se bouger partout. Donc en plus, les années d'après, il y avait des fortes pluies, etc. Après, j'étais pas né, mais il y avait des fortes pluies. Donc ça s'est déplacé avec les nuages, et ça s'est introduit dans les sols, qu'après vous avez mangé, hein, sans le savoir, même dans les animaux, dans les feuilles, dans les racines, voilà. Le sixième 137, et donc lui par contre il s'enfonce lentement dans le sol, donc c'est à partir d'une montagne, par exemple les Vosges, donc tout ce qui est Jura, les Pyrénées, dès que vous êtes au-dessus de 700 mètres d'altitude en fait, sans le savoir vous êtes pris du cédium, comme ça. Euh, c'est assez désastreux pour l'environnement et tout, même si l'environnement est déjà radioactif, le but c'est pas d'en remettre sur une énorme couche surtout. Et du coup, la plupart des eaux étaient contaminées, des nappes phréatiques aussi, sur le long terme. Donc en fait, selon l'iode 131, par exemple le césium 137, enfin bref, tous ces éléments radioactifs, ils ont une certaine année en fait. Comme nous, on a des années, eux, ils ont des certaines, voire l'uranium par exemple, c'est 4,5 millions d'années, le temps qu'il arrive à la moitié de sa vie. Donc vous imaginez le truc. Alors il y en a certains qu'on utilise dans la médecine nucléaire, c'est quelques microsecondes, donc c'est tout petit, petit, petit. Les micros, c'est 10 puissance moins 6, donc on mettait 6 zéros avant le chiffre, donc c'est tout petit, genre 0,00006 par exemple, voilà. Et tout ça, bah, après, ça dépend de ce qu'on peut absorber, sauf que là, c'est juste n'importe quoi, et ça a été, dites-vous que tout ça à cause d'un homme, ça a duré sur 30 ans, c'est pour ça que la plupart des déchets qu'on a trouvés, enfin, la plupart des déchets qui sont partis des éléments radioactifs, ils ont 30 ans de vie. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui ça va un peu mieux, même si ça dose toujours autant dans le réacteur, ça dose énormément. Par contre, il y a certaines parties qu'on peut aller visiter. Donc, vous avez un site internet, vous pouvez aller visiter la centrale de Tchernobyl si jamais ça vous intéresse. C'est assez incroyable comme moment et comme endroit. Donc après, vous avez voilà, les conséquences maintenant environnementales aussi, hein. Donc ça s'appelle en radioprotection, on appelle ça l'effet léopard. C'est en fait c'est des petites taches à droite à gauche. Bah, c'est pas vraiment représenter des taches, mais pour vous dire que voilà, des petites taches à droite à gauche, un peu comme un léopard. Donc là, c'est ce qu'ils ont découvert le gouvernement, je crois français et américain, ils ont découvert voilà, qu'une bonne partie de la radioactivité a tout pris. En fait, il faut savoir que ça a commencé de l'Ukraine, puis après c'est allé jusqu'à l'Italie tout en bas, et après c'est venu en France. Donc là, c'est vraiment le nord qui a été touché, hein, l'est et le nord. Et aussi, il faut savoir un petit peu, genre jusqu'au massif central et tout, un petit peu moins, mais voilà. Une grande partie a été prise. Vous imaginez, hein. Et eux, ils en avaient 4, mais dont une a explosé. Imaginez si en France, nous, on en a 19 et que les 19 explosent. Voilà, enfin, juste pour vous dire. Mais le but, c'est que nous, les autres personnes qui travaillent dans le nucléaire, essaient de faire au mieux pour qu'il n'y ait aucun risque nucléaire. Et il ne faut pas avoir peur, d'accord? C'est pas parce que voilà, il y a eu un accident ailleurs qu'en France ça sera pareil, même si le risque zéro n'existe pas. Il ne faut pas avoir peur du nucléaire, d'accord? Même si par exemple la lettre, etc., le mot nucléaire fait peur, bah, on en vit et c'est grâce à ça qu'on a l'électricité aujourd'hui, qu'on peut avoir des ordinateurs, tout ce qu'on veut, tout ce que les gamins veulent, etc. C'est grâce au nucléaire parce que avec les éoliennes, c'est pas avec des éoliennes ou des photovoltaïques qu'on va produire beaucoup de quantité d'électricité. Ensuite, il y a un rôle important, c'était les liquidateurs. Donc les liquidateurs, c'était beaucoup d'hommes, souvent pas mariés, mais la plupart du temps on prenait même des hommes mariés, puisque bah, il fallait se sauver en fait. Donc en fait là vous avez trois photos, donc des vraies photos et une statue. Les trois statues en haut là qui représentent des liquidateurs comme ils étaient avec un casque et tout. Donc vous avez vu aucune protection. Ils avaient quoi? Un pauvre masque, comme on l'utilise aujourd'hui. Ils avaient un pauvre masque, alors que ça ne sert strictement à rien, mais ils ne savaient pas avant. Ils pensaient que ça se protégeait alors que pas du tout. Là ils ont juste un pied dans la tombe. Donc en fait le but des liquidateurs, liquider, c'est de le faire disparaître. Donc là c'était toute trace. Donc là c'était nettoyer la zone irradiée. Donc il y avait à peu près entre 500 000 et 1 million d'hommes et de femmes aussi. Excusez-moi, je m'étais trompé. Et aussi, leur but c'était de mettre le plus de gravier et de sable, enfin bref, tout ce qu'ils trouvaient dans la cuve pour atténuer, pour limiter et atténuer aussi. Donc là, le monsieur qu'on voyait à droite, en fait, il projette de l'eau
d'une espèce de liquide, et après j'arrivais pas à trouver ce que c'était, mais ils ne le disent pas trop, ils savent pas trop non plus, une espèce de liquide qui permet de enlever la contamination, parce que la contamination elle peut être surfacique aussi, donc elle peut toucher la peau, etc. Et donc là le but c'était, à chaque fois qu'ils vont dans une zone très irradiée, hop. Et là vous avez une vraie photo qui a été prise sur le toit, pas loin du réacteur. Donc là ce que vous voyez en noir c'est du plomb, d'accord, les mecs se travaillent avec 30 kg de plomb pour essayer, parce qu'en fait on a vu que le plomb permet, je vous expliquerai ça dans une autre vidéo, pardonnez-moi, le but c'est comment dire, certains rayonnements ne dépassent pas le plomb, genre ils s'arrêtent après le plomb, ils rencontrent le plomb, ils s'arrêtent, alors certains, les autres ils s'arrêtent par exemple à quelques centimètres, l'autre à quelques centaines de mètres et l'autre à quelques kilomètres. Sauf que là, en fait, même s'ils avaient mis 30 kg de plomb, c'est mort, quoi. La dose est trop importante. Et là, leur but, c'est, comme vous pouvez voir, ils avaient des pelles, ils devaient se dépêcher, ils avaient tant de temps à faire un truc. Alors, de mes souvenirs, ils avaient à peu près entre 1 minute et 1 minute 30 pour chaque personne. Et après, ils faisaient des allers-retours. C'était trop dosant et trop mortel pour l'homme. Donc le classement INES, donc c'est l'échelle internationale des événements nucléaires. Donc c'est une échelle qu'on utilise pour la gravité des accidents nucléaires ou incidents. Donc vous avez déjà Tchernobyl en 1986 et oui, Fukushima au début il était pas considéré très grave comme accident majeur, mais il a été considéré après comme accident majeur par rapport aux catastrophes qu'il y a eu. Donc en France, nous on est plutôt dans la partie incident, c'est-à-dire départ de feu, etc. Par exemple là vous avez eu un accident en centrale nucléaire de Saint-Laurent à 2, Saint-Laurent-des-Eaux, donc c'est à côté de Saint-Laurent-de-Nouan, pas très loin de Paris quand même. Et vous avez eu un endommagement de cœur, mais c'est resté à l'intérieur du site. Voilà, comme c'est marqué, sans risque important hors du site. Alors que Tchernobyl tout, c'est mondial. Là, c'est à l'intérieur. Comme l'accident nucléaire de Three Mile Island, donc aux États-Unis. Donc eux, c'est les mêmes centrales que nous. Sauf que eux, c'est avec risque hors du site. Donc là, c'est encore plus. Donc là, c'est aussi pareil. Sauf que là, c'est un sacré accident. En fait, c'est à cause du cœur aussi. Il y a un problème avec le cœur. Quand on dit le cœur, c'est la cuve. Il y a un problème avec la cuve. Donc la plupart du temps en France, on reste entre incident 3 et 0. Le 1 par exemple, ça peut être, je sais pas, départ de feu. Voilà. Le risque le plus majeur dans une centrale nucléaire, c'est le départ de feu. Énormément. Donc ça, c'est un classement qui réalise à chaque fois qu'il y a eu des choses. Bon, le but c'est qu'il ne se passe plus rien. Depuis 2011, il ne s'est plus rien passé, mais le but c'est de garantir la sécurité. Donc les futurs projets, donc ça a été fait, donc voilà, je peux parler de maintenant et d'avant. Donc ils ont construit un sarcophage. C'est un sarcophage, il a été ils ont construit ça au-dessus du réacteur, on peut voir sur la photo au-dessus. Et en fait le problème c'est que la radioactivité était tellement forte qu'il a endommagé le sarcophage, donc qui a été construit en 1986, ils avaient construit ça provisoirement. Et du coup après ils en ont construit un autre, de 2007 à 2010, qui fait 108 mètres de haut et 162 mètres de large. Donc limite, vous pouvez mettre presque, je dis bien, deux Titanic dans le sarcophage, pour vous donner une ordre d'idée. Donc ça a été mis sur des roulettes, ils l'ont transporté par là pendant 3 ans. Et pendant 3 ans, ils ont fait la construction pour essayer d'éviter d'avoir encore une trop haute hausse de radioactivité. Et du coup, maintenant, j'ai mis quelques photos, des vraies photos qu'ils ont pu aller. Donc ça, c'est la ville de Pripyat, d'accord, avec le fameux, je pense que vous connaissez tous, avec la grande roue, etc. Pour les connaisseurs de jeux vidéo. Mais sinon, voilà, donc des maisons complètement abandonnées, bien évidemment, pour plus de 30 ans. Les masques à gaz, même si, voilà, on les essayait. La forêt rouge, donc c'est une forêt qu'on peut visiter, elle est vraiment rouge et jaune un peu. C'est la radioactivité aussi, mais vous voyez que les sapins n'ont rien. Tous les arbres, les sapins en fait, sont toujours restés verts parce que c'est comme les scorpions, les scarabées, ils résistent très bien à la radioactivité. Et les chercheurs essaient de trouver comment ça se fait. Ils ressemblent très bien, alors par rapport à l'homme, l'homme en a à peu près pour 70 kg, on a à peu près 10 000 becquerels, alors que les sapins peuvent monter à des centaines de milliers de becquerels, donc les chercheurs essaient de comprendre. Et on peut visiter la ville, comme je vous l'ai dit. Voilà, il faut payer, après vous emmenez un bus, et après ils vous expliquent comment ça se passe avec un radiamètre qui permet de mesurer la radiation. Et vous serez avec un guide bien évidemment, parce qu'il y a des zones où vous ne pouvez pas y aller, il y a encore des zones rouges. Et ça se passe comme ça aujourd'hui.
des projets, on peut pas faire autre chose. Maintenant, c'est devenu aussi un patrimoine de l'UNESCO. C'est un grand site de chercheurs scientifiques aussi pour voir comment se passe la vie, etc. là-bas, on va dire, la vie animale et tout. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, hein. Donc voilà les sources que j'ai pu réaliser, c'est des vraies sources. Alors, l'IRSN, l'IEA, c'est des sources principales. Et des photos que j'ai pu prendre ont été prises par Igor Costin. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu et je vous dis à une prochaine vidéo et je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça n'a pas été trop long, etc. Et je vous fais des bisous et à une prochaine vidéo. Salut!